Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons parler de l'expérience de Stanley Milgram dans l'éducation. Alors qui est Stanley Milgram? Il est un psychologue à l'université de Yale qui a mené une expérience en 1963 qui a été rendue célèbre ensuite. Alors cette expérience officiellement c'était pour tester les capacités de mémorisation et donc pour ça il a recruté en tant que chercheur des volontaires qui étaient désignés comme enseignants. Et donc, ces volontaires devaient lire une liste de mots que l'élève, donc un acteur, devait apprendre. Et à chaque erreur, était infligée une punition. Et cette punition était un choc électrique. Alors, avec une petite variante, c'est qu'à chaque erreur, le choc électrique augmentait. Évidemment, en face, l'acteur simulait à un moment la douleur du choc électrique. Et dans cette expérience, évidemment, l'enseignant, donc les volontaires qui étaient recrutés par Stanley Milgram, avaient à côté d'eux personne en blouse blanche qui était un prétendument scientifique. Alors là aussi, c'était un acteur, un scientifique en blouse blanche qui indiquait, qui surveillait un petit peu l'expérience. Et à chaque fois que le choc électrique devenait de plus en plus élevé et que l'acteur en face qui jouait le rôle de l'élève hurlait, Answer horse. Scientifique, en tout cas la blouse blanche, qui était aussi un acteur, intimait l'ordre à la personne témoin, à la personne testée, à savoir l'enseignant, de continuer. Petit à petit, les volontaires ont, dans cette expérience, augmenté le nombre de voltages. Alors évidemment, l'acteur qui jouait le rôle de l'élève se trompait volontairement. Le but était de voir jusqu'où finalement les gens étaient prêts à infliger les chocs électriques et jusqu'où les personnes étaient prêtes à obéir malgré les douleurs manifestes, alors qui est simulées de l'élève. Est-ce qu'ils allaient s'arrêter ou pas? Et ce qui est intéressant, c'est que Stanley Milgram pensait que finalement le nombre de personnes qui allaient jusqu'au bout, le bout c'était 450 volts, qui était une dose, une décharge électrique mortelle. Stanley Milgram au départ pensait tout simplement que très peu de personnes allaient jusqu'à 450 volts. Et à sa grande surprise, 62% des personnes testées sont allées à 450 volts. Stanley Milgram a fait plusieurs types d'expériences avec plusieurs variantes, à peu près une vingtaine d'expériences différentes qu'il a retracées dans son livre qui est sorti en 1974, qui s'appelle La soumission à l'autorité. Stanley Milgram, dans cette expérience, dans cette variante-là, indique que quand même 62% des personnes sont soumis à l'autorité, obéissent, même si l'ordre demandé consiste à faire une atrocité ou à dire des bêtises ou à faire des bêtises. Voyez. Donc, et cette expérience de Stanley Milgram aujourd'hui a été déclinée dans un biais cognitif qu'on appelle le biais d'autorité. Deux domaines où l'expérience de Stanley Milgram se retrouve quasiment, on va dire, au quotidien. C'est déjà la relation médecin-patient, d'accord? Vous êtes un patient, vous allez voir votre médecin. Le médecin, naturellement, vous avez des symptômes, vous allez être malade et naturellement, le médecin a une autorité, donc il s'installe une relation d'autorité. Pour autant, le médecin peut dire aussi des bêtises, c'est un être humain, il n'a peut-être pas forcément réponse à tout. Et petite parenthèse, il a été noté aux États-Unis que la troisième cause de mortalité sont des erreurs médicales. Vous voyez, donc le médecin n'a pas réponse à tout, mais le fait de cette relation-là, c'est une relation d'autorité. Et on la retrouve aussi, évidemment, c'est là où ça nous intéresse, dans la relation professeur-élève. Donc, dans l'éducation, c'est une relation qui est naturelle, c'est-à-dire que, c'est l'enseignant qui a le savoir et qui transmet, donc qui a l'autorité, et l'élève qui apprend, donc qui de facto est soumis. Donc vous voyez que cette relation de soumission à l'autorité est complètement naturelle et je suis en relativement désaccord où on dit « Ah oui, mais il y a une autorité supérieure qui force les élèves à être soumis ». Non, pas du tout. Dans la relation d'apprentissage de façon naturelle, il y a une relation de soumission à l'autorité. L'enseignant n'est pas là pour dire volontairement, ou en tout cas dans son esprit, indiquer volontairement, je vais soumettre à mon autorité les élèves. Bien entendu que non.
le mieux qui pourrait être pour les élèves, c'est comment apprendre sans avoir cette soumission absolue à l'autorité. Alors, quand je dis soumission à l'autorité, je ne dis pas que les élèves doivent refuser absolument l'autorité et faire n'importe quoi, hein. Heureusement que l'enseignant doit avoir son autorité en classe, autrement il ne peut pas faire cours. Hein, je ne parle pas de cette autorité-là, je parle de cette soumission naturelle à l'autorité entre la personne entre l'apprenant et l'enseignant qui sait. C'est la tendance de l'élève à quelque part croire tout ce que dit l'enseignant à 100%, même si par moment, l'enseignant est amené aussi à se tromper. Comment sortir d'une forme d'hypnose, d'une relation hypnotique, on va dire quasiment, où l'élève va, on va dire, entre guillemets, gober à 100% ce que dit son professeur. Comment en sortir? Eh bien, c'est par le moyen de l'esprit critique. Alors, qu'est-ce que l'esprit critique? Ça, on va le définir. Et à quel point aussi la pensée critique, ou le fait d'avoir un esprit critique, permet à l'élève de mieux réussir son parcours scolaire que d'autres qui ne l'ont pas ou qui l'ont moins développé. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Allez, c'est parti. La pensée critique, c'est avant tout à se poser des questions. Alors, ce n'est pas, comment dirais-je, le fait de dire toujours non, hein, mais c'est simplement de refuser des opinions toutes faites et s'interroger sur ce qui est affirmé. Donc, c'est le fait de simplement se poser des questions. Alors, il y a une confusion, hein, c'est que la pensée critique n'est pas une contestation à tout bout de champ. Hein, ce n'est pas dire non à tout et ce n'est pas le fait de contester. Alors, dans l'esprit critique, le questionnement est centré sur les arguments et la précision, à savoir lorsque il y a une affirmation. Eh bien, si vous avez de la pensée critique, tout simplement, vous allez poser des questions sur les argumentations, sur les sources, et vous demanderez de la précision. Par exemple, lorsque l'on dit « on dit que », vous pouvez poser la question « mais c'est qui on ?» Par exemple, un enseignant émet une formule, voilà, on dit que il y a telle formule en mathématiques, mais c'est qui on? Ce sont des mathématiciens, ce sont des physiciens, ce sont des historiens, c'est quelqu'un d'autre? Alors, l'influence de la pensée critique sur les performances. Il y a plusieurs études, bien entendu, qui ont été faites. Hein. Donc, c'est comme vous me connaissez, vous savez que pour argumenter justement et alimenter votre esprit critique, je m'appuie toujours sur des études. Je vous présente une étude intéressante qui a été faite sur des étudiants infirmiers, donc en 2014, pour voir l'influence des compétences de la pensée critique sur la performance et la progression dans le programme de soins infirmiers en pré-inscription. Et l'échantillon est d'environ 134 étudiants. Et cette étude a montré qu'effectivement, les étudiants qui avaient un sens critique plus développé réussissaient mieux dans le programme de soins infirmiers. Ensuite, il y a une deuxième étude que je voudrais vous présenter. C'est une étude sur des lycéens cette fois-ci. C'est une étude qui date de 2020. L'échantillon est de 178 élèves. Et là aussi, il a été constaté que les lycéens qui avaient un esprit critique plus développé avaient de meilleurs résultats. Une troisième étude, donc cette fois-ci, c'est une étude d'étudiants en MBA, donc une étude qui date de 2019. Le but était de, justement, encore une fois, d'étudier l'impact de la pensée critique sur les performances académiques des étudiants, un peu comme les deux études précédentes que je vous ai présentées. Alors, cette étude est intéressante parce que l'échantillon est relativement important. Donc, l'étude a été faite sur 1620 étudiants. Et là aussi, il a été constaté que les étudiants qui avaient un meilleur sens critique réussissaient mieux, ou en tout cas performaient mieux dans leur cursus au niveau des performances académiques. Je voudrais vous présenter une étude chinoise qui a été réalisée en 2020. Alors, je sais que la Chine n'est peut-être pas forcément le meilleur endroit pour l'esprit critique. En tout cas, c'est l'image que nous, en Occident, nous en avons. Mais en tout cas, c'est intéressant de s'intéresser
à cette étude malgré tout. Alors, là, ici, il s'agit de l'esprit critique en termes d'apprentissage et non pas en termes de politique. Donc, cette étude a essayé de voir si la pensée critique pouvait prédire les performances scolaires au-delà de la capacité purement cognitive générale. Et il y a 2 échantillons qui ont été testés, 2 échantillons d'étudiants, un échantillon de 158 et un autre de 232 étudiants. Là aussi, malgré tout, les étudiants qui avaient une pensée critique plus élevée, en tout cas qui avaient un sens critique, qui avaient cette capacité, avaient de meilleurs résultats. Il y a une étude très intéressante de Heather Butler de 2007 qui a été rapportée par le Harvard Business Review. Cette étude est intéressante parce que elle compare le niveau d'esprit critique et les niveaux de QI. Ici, il s'agit de voir quel est le parcours professionnel entre ceux qui ont un esprit critique développé et ceux qui ont un QI plus développé. Donc, 244 adultes âgés de 19 à 28 ans ont été évalués. Et le résultat, c'est que les personnes dotées de bonnes connaissances d'analyse critique, donc qui ont un esprit critique tout simplement, connaissent moins d'événements négatifs dans leur vie que ceux qui ont un QI élevé. Et l'étude montre une corrélation directe entre l'esprit critique et le fait d'éviter un large éventail de situations négatives. Richard Butler note que être intelligent n'est pas la même chose que bien réfléchir. C'est-à-dire que réussir dans la vie, dans son travail, nécessite plus qu'une intelligence brute. Parce que, quand vous travaillez, vous êtes amené à prendre des responsabilités. Vous ne travaillez pas seul. Vous avez une équipe, vous avez des projets à gérer, donc vous devez défendre votre point de vue, vous devez croiser des avis et avoir une relative ouverture d'esprit. Sans ça, vous ne pouvez pas avancer. Donc, le fait d'avoir un esprit critique aide beaucoup plus dans la progression de carrière que le fait tout simplement d'avoir un QI beaucoup plus élevé que les autres. Alors, peut-être que dans certains secteurs comme la recherche, purement la recherche, si vous avez un QI plus élevé, vous travaillez seul dans vos laboratoires, ou en tout cas votre recherche vous amène à moins collaborer avec les autres. Peut-être que là, dans ce cas particulier, le fait d'avoir un QI vous permettra de mieux performer au niveau professionnel. Mais malgré tout, dans un sens général, Heather Butler a noté que ceux qui avaient un esprit critique plus fort s'en sortaient bien mieux au niveau professionnel. Ce qui est intéressant pour Heather Butler, c'est que l'esprit critique peut être développé, alors que le QI, c'est quelque chose pour elle de acquis, et donc il est rarement possible, voire même pas possible du tout, de développer un QI. Mais son esprit critique, oui. Direz-vous, mais pourquoi des personnes intelligentes peuvent être trompées? Tout simplement à cause des biais cognitifs. Qu'est-ce qu'un biais cognitif? C'est une perception qui trompe le jugement du cerveau. On dit aussi que c'est une distorsion dans le traitement de l'information. Alors, les biais cognitifs, pour faire un petit résumé, parce que ce n'est pas notre sujet, mais les biais cognitifs ont été introduits en 1970 par les psychologues Daniel Kahneman et Amos Tversky. Alors, tout en notant que Daniel Kahneman est avant tout un économiste, et les biais cognitifs ont été inventés ou mis à jour, tout simplement pour essayer de comprendre pourquoi certaines personnes, ou en tout cas pourquoi l'humain, par moment, avait des réactions économiques totalement irrationnelles. Et on dénombre à peu près aujourd'hui, donc à ce jour, une centaine de biais cognitifs différents. L'expérience de Milgram fait l'objet d'un biais cognitif qui s'appelle le biais d'autorité. Un autre biais cognitif bien connu, c'est le fait que le cerveau retient plutôt ce qui est négatif que ce qui est plutôt positif. Donc, il faut savoir que les biais cognitifs sont principalement inconscients, donc on se fait toujours un peu avoir, et moi le premier d'ailleurs, par les biais cognitifs, et tout en sachant qu'il y en a plus d'une centaine, vous ne pouvez que rarement y passer à travers sur le moment. Alors vous me direz, mais comment échapper aux biais cognitifs? Tout simplement en se posant des questions. Alors peut-être pas forcément tout de suite, mais peut-être a posteriori, et évidemment se poser les bonnes questions. Donc cela veut dire que
Tout simplement, on en revient au fait d'avoir un esprit critique, c'est-à-dire que, effectivement, pour échapper au biais cognitif, le fait d'avoir un esprit critique vous soumettra beaucoup moins à l'aléa du biais cognitif. Alors, pourquoi on tombe souvent dans le panneau du biais cognitif? Mais parce que tout simplement, le cerveau n'aime pas l'effort. Hein. C'est le cerveau et la loi du moindre effort. Donc, le cerveau va principalement là où il y a le moins d'énergie à dépenser, parce que le cerveau, par essence, est paresseux. Donc, se poser des questions, ça demande un effort au cerveau. Et donc, si vous n'y prêtez pas garde, eh bien, le cerveau aura tendance à s'orienter dans ses idées, dans son système de pensée, au premier biais cognitif. Par exemple, eh bien, vous avez une bonne journée, mais vous avez un événement négatif qui s'est produit. Eh bien, le cerveau aura retenu de la journée que la journée a été négative, en occultant tous les moments qui ont été plutôt positifs. Vous voyez ? Donc ça, c'est typique d'une journée où on s'est fait avoir par un biais cognitif, ici le biais de négativité. Comment développer la pensée critique? Alors là, je me réfère à un article qui est assez bien fait dans le Business Harvard Review, un article réalisé par Hélène Lee Bouygues et qui note plusieurs points. D'abord, le premier point, c'est de se poser les bonnes questions. Alors, ça ne veut pas dire s'interroger constamment, bien entendu, mais tout simplement s'interroger quand l'enjeu est important. Alors, donc, évidemment, un élève dans sa salle de classe ne va pas remettre en cause à chaque fois ce que dit l'enseignant. Alors, pourquoi pas, hein, bien entendu, de dire, ben voilà, pourquoi ceci, pourquoi cela. Ça peut être le cas, mais à un moment, voilà, l'élève n'avancera pas. Donc, développer son esprit critique, simplement se poser les bonnes questions sur des points importants du cours, tout simplement. Ensuite, il y a l'argumentation, à savoir sur quoi se base l'idée émise et d'où elle vient, et quelles sont les sources. Et enfin, diversifier les points de vue, à savoir est-ce qu'il y a d'autres points de vue, et c'est oui, lesquels. Par exemple, dans l'apprentissage, ok, vous avez le point de vue de l'enseignant, mais aujourd'hui, grâce à Internet et grâce à YouTube, vous pouvez avoir d'autres points de vue sur YouTube. Hein, YouTube qui est une plateforme où il y a une quantité incroyable de cours, même l'Éducation nationale maintenant poste des vidéos YouTube sur des cours. Donc, il est toujours possible de croiser, de voir d'autres points de vue et ensuite s'interroger qui sont évidemment les personnes qui développent un autre point de vue. Est-ce qu'elles sont des spécialistes? Est-ce qu'elles sont des scientifiques? Quelle expérience ont-elles, ces personnes? Et quels résultats ont-elles obtenus? Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Dans ces cas, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et je le rappelle, hein, vous avez le guide gratuit sur comment apprendre. Le lien est en description. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!